Jean-David Sio, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Carnet de campagne. Alors, vous êtes apparenté au parti PS, vous êtes le député sortant de la 14e circonscription. Vous vous y représentez d'ailleurs. Vous êtes premier secrétaire PS des Bouches-du-Rhône. Vous êtes depuis 2012 maire du Puy-Saint-Réparade. Alors, on va démarrer, si vous voulez, cette interview avec ma première question. Expliquez-nous un petit peu votre position politique à l'heure actuelle. Moi, j'ai fait un choix au moment des primaires. J'ai fait le choix de me mettre en retrait de mes fonctions du Parti Socialiste, considérant que ce n'était pas la ligne politique qui avait été choisie au moment des primaires, que je C'est la soutenais. personnalité de Benoît Hamon qui Non, vous dérangeait? c'est pas la personnalité. Benoît Hamon est un garçon. Non, je veux dire le programme qu'il défendait. Mais c'est le programme qui était extrêmement à gauche, et puis cette course après, au fond, Jean-Luc Mélenchon, et une espèce de radicalisation du Parti Socialiste, avec cette volonté de dire, au fond, on préfère être dans l'opposition que d'assumer les responsabilités de gouvernement. Moi, j'ai toujours assumé les responsabilités de gouvernement. On a monté avec Gérard Collomb, avec un certain nombre de personnalités, un groupe de réformateurs, et je m'inscris, et je l'ai dit clairement, je m'inscris dans la majorité présidentielle sur le projet d'Emmanuel Macron très très tôt, et c'est ce que je porterai sur ce deuxième mandat. Si les électeurs me font confiance, ils me connaissent, puisque pendant un mandat, on a essayé de porter les sujets, le territoire du Pays d'Aix, c'est un territoire compliqué, avec beaucoup d'enjeux, et de dire que demain, il faudra se battre à l'Assemblée, parce qu'il y a des réformes. Je crois que nos concitoyens nous ont dit pendant ces élections présidentielles qu'ils ne nous demandaient pas d'annuler ce qu'on était, mais de se dépasser. Je crois que la proposition d'Emmanuel Macron de dire dépassez-vous, au fond sortez des petits clivages politiciens et des rapports partisans entre vous, et essayez de porter les réformes dont ce pays a besoin, les réformes économiques, les réformes sociales, sociétales. Je crois qu'on a des grands défis devant nous face à la question de la sécurité, des sécurités publiques. On a connu une grave crise face au terrorisme dans la dernière mandature, et il y a des besoins aujourd'hui que la question de l'autorité de l'État soit reconstruite. Alors, vous ne pensez pas que ça peut créer une confusion de la part des électeurs Moi, qui vous connaissent en plus, vous êtes député. C'est pour ça que je voulais le dire clairement. Je ne me cache pas derrière un sigle ou derrière une étiquette. Je l'annonce avant, je ne veux prendre personne en défaut. Moi, je ne serai pas dans l'opposition si je suis réélu député le 11 juin et le 18 juin à l'Assemblée nationale. Je ne serai pas dans l'opposition, je serai dans la majorité sur le projet d'Emmanuel Macron que je partage et que je porte tout au long de cette campagne. Alors justement, vous êtes député sortant d'une énorme, je crois la plus grosse Oui, circonscription, vous me disiez tout à la l'heure, plus grosse circonscription des Bouches-du-Rhône. 136 000, c'est ça? 136 000 habitants. habitants. Alors moi j'ai envie de vous demander comment déjà, puisque vous êtes encore député, comment vous avez vu son évolution? Parce que c'est pas évident de gérer 136 000 habitants. En 5 ans, alors d'abord cette circonscription, c'est tout le Pays d'Aix, toute la Sainte-Victoire, nord et sud, Val-du-Rance et le Val-de-Largue. Dans le Val-du-Rance, il y a toute la question de l'énergie, puisqu'il y a ITER, Cadarache, la Cité de l'énergie, donc 9 000 emplois sur la question de l'énergie, 20 000 si on compte les sous-traitants. Sur la vallée de l'Arc, il y a toute la microélectronique avec la zone de Rousset, qui compte 7 000 emplois directs, et puis une dizaine, 11 000 si on compte tous les sous-traitants aux alentours dans les communes, plus Aix. Donc c'est un formidable tissu économique, c'est un formidable potentiel économique, et ce potentiel économique, il a fallu le valoriser pendant ces 5 années. Moi, je l'ai vu, quand on est arrivé il y a 5 ans, on sortait de la crise, c'est mon téléphone qui sonne, je suis désolé. Ce n'est pas grave, continuez, allez-y. Et donc on était en pleine crise, on était en 2010, on avait 2012 évidemment la crise de 2010 qui venait frapper nos entreprises, on avait la fermeture d'El Foundry, 800 salariés sur la microélectronique, on avait la fermeture de Nexis, qui était une centaine de salariés sur la question du solaire transparent, qui est un sujet extrêmement important pour les filières, et je vois bien qu'en 5 ans, on a rebâti au fond tout ce qui est toutes ces filières-là, tout cet écosystème, puisque maintenant on a ST Micro qui est quasiment à bloc, c'est l'autre grand groupe de construction de puces électroniques. Comme je dis souvent, si vous avez un portable, un smartphone, il y a à peu près toutes les chances qu'il y ait une puce qui a été fabriquée à Rousset. Quel que soit le smartphone qui circule dans le monde, il y en a au moins une sur les 8 ou 10 puces qu'il y a dans un smartphone, il y en a au moins une qui a été fabriquée à Rousset, si c'est souvent plus, parce que la question technologique, la question de la compétitivité des entreprises a été au cœur de ce mandat. Et il faut encore continuer à accompagner cet écosystème-là, notamment, et ça sera les grands sujets de demain, sur la question de l'apprentissage, parce que je crois profondément que ce pays
et en particulier cette région, peuvent avoir des emplois industriels, notamment si on fait des vraies filières d'apprentissage, si on réoriente la formation professionnelle, qui sera un sujet certainement encore plus compliqué que celui de la réforme du Code du travail. Sur la formation professionnelle, il faut réallouer une partie de l'argent de la formation professionnelle sur ceux qui ne sont pas dans l'emploi et sur des filières qui sont professionnalisantes, et non pas sur des formations qui sont dictées à l'avance et qui ne font assez peu, qui sont assez peu en adéquation avec les besoins de nos industriels. Juste un exemple, quand je regarde sur la métallurgie ou l'aéronautique autour de l'étang de Berre, on a pratiquement 1 millier de postes qui sont vacants et on n'a pas les personnes en face, soit pour des problèmes de mobilité, soit pour des problèmes de formation, au fond des emplois de techniciens supérieurs ou de techniciens sur du grenaillage, des soudures, de la métallurgie, des ajusteurs, et on n'arrive pas à former assez de gens. Donc il faut vraiment réorienter. Il y a déjà des pas qui ont été faits avec la régionalisation, notamment c'est les régions qui vont porter ça. Il faut adapter aux tissus industriels locaux notre système de formation, et ça sera un des grands chantiers pour l'avenir si on veut régler la question en partie du chômage, parce qu'on ne peut pas rester avec 10% de chômeurs. Alors évidemment, les années où ça va bien, on en a 8 et on s'en contente, mais quand ça va, dès qu'on a une petite crise ou une grosse crise comme on l'a connue en 2010, on monte à 10 ou 12, c'est pas acceptable, y compris dans des quartiers où on a des jeunes qui sont au chômage à plus de 30%, ce n'est pas possible. Donc si on ne fait pas cet effort-là sur la question de l'apprentissage, de la formation, de l'école primaire, là où se créent les grands déséquilibres. Vous avez devancé ma question suivante, puisque c'est vrai que pour en arriver là, le débat, c'est un gros débat à l'heure actuelle sur l'éducation. Alors, est-ce que vous pensez que par là, la proposition d'Emmanuel, enfin, pas la proposition, parce que ça va être mis en place, de mettre 12 enfants par classe, ça peut, dans les quartiers défavorisés, ça peut faire quelque chose? Est-ce qu'on doit aller au-delà? Bon, c'est vrai qu'après, tout le monde se demande, mais comment ça va concrètement? Comment ça va être mis en place? Comment ça va... il y a un grand chantier au niveau de l'éducation qui est demandé. Le président de la République, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué deux priorités. Enfin, une priorité qui est la même avec des moyens séparés. La première chose, c'est que l'école primaire reste le moment où, au fond, l'échec scolaire aboutit à l'échec à la fin de la formation. Et donc, c'est-à-dire que c'est là que tout démarre. C'est à ce moment-là. C'est l'acquisition d'écrire, c'est tout bêtement écrire, parler, compter. C'est les fondamentaux. Voilà, si on n'arrive pas en 6e en sachant compter, ça, on est parler et aussi comprendre, c'est-à-dire ouvrir son esprit. Oui, la compréhension. L'école doit donner les fondamentaux, mais dans les fondamentaux, il y a aussi la question de l'ouverture d'esprit. Et elle s'apprend déjà à l'école primaire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette proposition sur les classes en REP+, et en grande difficulté de mettre que 15 élèves par classe, c'est-à-dire de diviser par deux les classes de CP et de CE1, c'est là où on commence les fondamentaux, voire CE2 si c'est là où ça sera nécessaire. Ça veut dire qu'il faudra accompagner les communes, parce qu'en général, là où il y a les plus grandes difficultés, c'est aussi les communes qui sont en plus grande difficulté. Et quand on fait 2 classes, certes il faut 2 instituteurs, ça fait des instituteurs supplémentaires, on fait des professeurs des écoles comme maintenant on dit, mais il faut aussi 2 classes pour pouvoir accueillir, donc ça veut dire qu'il faudra des moyens. Tout en maintenant la priorité sur l'école primaire, qui est là où se créent évidemment les premières différenciations, les premières difficultés, pour qu'on garde la question du plus de maîtres que de classes. Le plus de maîtres que de classes, c'est ce qui permet qu'on accompagne ceux qui sont le plus en difficulté dans certaines écoles. Mais effectivement, dans les écoles en REP+, c'est là où on a les plus grands problèmes et c'est là où il faudra mettre les plus gros moyens. Alors à côté de ça, vous parlez justement de l'éducation. Alors si on met en dehors l'économie, tout ce que vous nous avez dit, l'apprentissage, l'éducation, qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter de plus dans votre circonscription si vous êtes à nouveau élu? Il y aura des sujets extrêmement importants sur la circonscription. 2 notamment. 1, parce que c'est la Sainte Victoire et que c'est un grand enjeu écologique sur notre territoire, et donc il nous faut continuer la question de la transition écologique, de réussir la COP21 pour que la position du chef de l'État face à Donald Trump sur ces questions-là qui sont essentielles pour l'avenir de la planète doivent être au cœur de nos engagements et de poursuivre ces engagements de la COP21. Et la France, qui a été le leader quant à la COP21 de Paris, doit continuer à emmener l'ensemble des pays du monde, et la position de la Chine est de ce point de vue-là intéressante. D'ailleurs, la réaction d'un certain nombre d'États, notamment la Californie, face à la réaction de Trump est extrêmement intéressante, parce qu'on ne peut pas laisser le monde se dégrader sous nos yeux dans notre responsabilité pour cette planète. Donc ce sujet-là, il faudra le porter, et chez nous, c'est extrêmement concret, parce que c'est des systèmes écologiques extrêmement puissants. Il y a la question de l'agriculture, de la viticulture, de nos espaces naturels, de la Sainte-Victoire, qui pour moi est la première merveille du monde, mais bien sûr, vue de ma fenêtre, doit être au cœur de nos préoccupations.
Deuxième grande préoccupation sur laquelle il faut qu'on continue à agir, c'est les questions de sécurité publique. Moi je le vois, notamment dans les villes et dans les zones urbaines et dans les zones d'ailleurs plus rurales, puisque la circonscription est d'un côté très rurale sur le Val d'Urance et le Val de l'Arc est très urbaine à Aix. La question de la sécurité, notamment des moyens de l'ensemble de la chaîne pénale, c'est-à-dire à la fois des policiers et des gendarmes, ce que nous avons beaucoup fait, à la fois des moyens pour la justice, notamment avec la construction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui doit aboutir dans cette mandature, qui a été trop longtemps reporté et qui maintenant, on a trouvé les fonds, il faut qu'il soit construit, parce qu'aujourd'hui on est sur 7 sites, la justice est mal rendue à Aix, non pas à cause des juges, mais à cause des moyens de la justice, des places de prison. Et dans les places de prison, il faut accompagner à la réinsertion des prisonniers. C'est un sujet compliqué pour nos concitoyens, mais si on ne fait pas cet accompagnement dès qu'ils rentrent en prison, alors ils récidiveront. Et si on a dans la chaîne pénale des gens qui récidivent, on a raté la question au fond du fait que nos concitoyens doivent être protégés. Et la première des protections, c'est que ceux qui commettent des délits doivent être condamnés. Ils doivent payer leur peine, mais ils doivent, quand ils ressortent, ne pas récidiver, et donc c'est leur question de la réinsertion qui est essentielle. Alors moi je vais vous poser une question, mais je vais partir à l'envers. Alors je ne vais pas parler de répression, je vais parler de prévention. Est-ce que justement, vous travaillez avec, est-ce que le tissu associatif local est assez important? Est-ce que vous travaillez beaucoup avant? Est-ce qu'il est bien réparti dans les quartiers un peu défavorisés? Alors c'est une on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été fermées, des subventions qui ont été enlevées. On le voit, bon, on va pas parler de gauche, de droite, mais on le sait, il y a les éducateurs de rue, il y en a beaucoup qui ont été enlevés, on les a remplacés par des grands frères, ça n'a pas donné grand-chose derrière, et on sait que le tissu associatif était un réel relais à ce niveau-là, peut-être de proximité. Vous en pensez quoi de tout ça? Je crois qu'on a eu tort dans les villes, et notamment dans les quartiers, de fermer les structures de jeunes, de laisser à l'abandon l'espace public, et de pas... Si on veut que la vie soit forte dans les quartiers, il faut à la fois des espaces publics qui soient de qualité, qui soient entretenus, nettoyés, pas que les centres-villes, il faut que tous les quartiers soient entretenus, et ça pour le coup, quelles que soient les villes, il faut qu'on regarde sur notre territoire de la réhabilitation du centre-ville, enfin en tout cas des quartiers, de l'espace public, pardon, et il faut surtout y mettre des personnes, il faut y mettre des activités culturelles, sportives, au-delà même des éducateurs, de rue, il faut que nos compatriotes puissent trouver un certain nombre d'activités dans leur quartier. C'est ce que font beaucoup les villages. C'est pour ça que les gens préfèrent sortent un peu des centres-villes pour aller dans les villages, parce que dans les villages, on a toujours des tissus associatifs, la proximité aidant, où ils prennent en charge un certain nombre d'activités. Moi, le seul budget, évidemment, on a nous aussi des contraintes budgétaires. Je suis maire du Puy-Saint-Préparat, d'une petite commune de 5000 habitants. Le seul budget sur lequel on n'a pas touché, c'est le budget des associations, parce qu'on a fait d'autres choix. Et ceux qui ont profité des baisses de dotation de l'État pour dire on coupe les subventions aux associations ont eu tort, parce que c'est évidemment plus facile de le faire, parce que c'est externe. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on envoie immédiatement les coupes, notamment sur les questions de subventions aux associations culturelles. Et on voit très bien que dans les quartiers, aujourd'hui, les gens sont désœuvrés, quittent leur quartier, ils vivent mal. C'est pas simplement désœuvré. Excusez-moi, ça rejoint aussi l'international. Vous allez bien sûr vous exprimer sur le dernier attentat qu'il y a eu encore à Londres. On a l'impression, et je m'amuse souvent à rappeler un livre que vous avez sûrement dû lire, qui s'appelle Les territoires perdus de la République. Il y a une vingtaine d'années, un collectif de professeurs alertait sur ce qui se passait dans ces quartiers, sur le risque et les conséquences que cela pouvait engendrer. Je veux dire, moi je me pose souvent de cette question, de c'est pas réveillé en 2017, parce que c'est vrai que ce qu'il faut, vous avez raison, les politiques ont raison au niveau international, c'est Daesh, etc. Mais les bombes humaines qui sont en France, qui sont nées en France, qui sont des gosses entre 15 et 17 ans, ils ne sont pas nés comme ça. Et c'est ça qui vraiment nous interpelle, nous désoriente à nous-mêmes. Est-ce que ça a été... on n'a pas vu venir. Et je pense que c'est même plus une question de gauche, de droite, je pense vraiment... donc j'aimerais avoir votre sentiment sur tout ça. Moi je dis souvent, et je l'avais dit sur Marseille en particulier, mais c'est valable dans les quartiers de toutes les communes, on a laissé au fond sectoriser les villes. Et on a fait comme si les communautés vivaient les unes à côté des autres. Mais elles ne vivaient pas les unes. Et en fait, elles ne vivaient pas à côté les unes des autres, elles vivaient en autonomie, voire en exclusion. Et je vois bien, je l'ai dit au moment des attentats de Charlie Hebdo, c'est tombé en janvier, chaque année, en tant que député, je fais des vœux à Aix à la population. Et on a hésité, c'est un moment difficile pour la France, pour la communauté nationale. Je dis, je maintiens mes vœux en disant, évidemment, on les a
avec toute la compassion que j'ai aux familles et aux victimes, quelles qu'elles soient, et encore dans les attentats de Londres, hein, à la fois il faut condamner parce que la question des attentats et du terrorisme est insupportable, y compris sur la lâcheté que ça représente, mais en même temps, je disais toujours, comment des enfants de la France, parce que ce sont des enfants de la France, ne se sentent plus dans le destin national, voire même se sentent tellement exclus du destin national, où ici ils pourraient être des délinquants, et ils redeviennent des héros pour des organisations terroristes de l'extérieur. Et si nous n'arrivons pas à fabriquer un destin national, un destin commun à tous les enfants de la République, alors on continuera à avoir des attentats qui seront en lien avec évidemment des phénomènes internationaux de radicalisation, mais dont, je le rappelle souvent, ce sont des enfants français qui ont pu commettre les attentats, français ou européens d'ailleurs. Alors avant de se quitter, vous êtes au CRIF Marseille-Provence, donc une question qui malheureusement intéresse Mhm. notre communauté. L'antisémitisme ne cesse de monter, il a conduit à des morts. Et moi j'aimerais bien savoir si au niveau juridique, judiciaire, il y aurait quelque chose à faire déjà sur les réseaux sociaux via Internet où cet antisémitisme est en train d'exploser. Moi je pense que il me semble que sur la question des réseaux Internet, au-delà même des propos antisémites, c'est l'ensemble des injures à caractère raciste, mais des injures en général, où cachées derrière un ordinateur, on a l'impression finalement que comme on est tout seul dans une pièce sur un ordinateur, on peut dire et faire n'importe quoi. Et nous ne pourrons pas ne pas prendre une législation extrêmement dure sur les diffusions de fausses rumeurs, sur la diffusion de calomnies, sur la diffusion d'insultes racistes, évidemment antisémites, parce que on donne le sentiment que quand on est derrière un ordinateur et que c'est sur la toile, au fond, personne n'est Oui, tout responsable. est permis. Et donc, c'est encore plus grave, parce que du coup, c'est la déresponsabilisation qui aboutit à la déshumanisation. Et moi qui ai obligé tous les enfants du Puy Saint-Tréparat de CM2 à aller au camp d'Émile, on a conventionné avec le camp d'Émile, où ce qui est extrêmement intéressant, évidemment, il y a le côté mémoriel qui est extrêmement touchant, et évidemment, on se rend compte de cette horreur qui était la Shoah, mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, au camp d'Émile, c'est la montée des intégrismes. C'est ce travail qui est fait sur, au fond, au début c'est une insulte, après c'est plus un être humain, et puis c'est même peut-être un animal, et puis du coup on arrive à une dictature, et à la fin on finit par un génocide. Et cette montée-là, il faut qu'on la coupe dès le début, c'est extrêmement bien décrit au camp d'Émile, où il ne faut pas commencer à accepter l'injure sur l'autre, le propos raciste, parce qu'il est le début de la déshumanisation de la personne. Parce que quand on insulte les gens, quand on les traite, au fond, ils ne sont plus rien. Et donc il est tellement facile après d'arriver jusqu'à la fin, qui est effectivement l'extermination des autres, parce qu'ils seraient différents. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ça, et y compris sur la question des réseaux sociaux ou d'Internet, où peut-être caché, on a l'impression que finalement, on est moins responsable de ses propos. Donc il faudra pénaliser encore plus les propos sur les sites Internet, quels qu'ils soient, pour responsabiliser tout le monde, y compris avec des interdictions et des peines extrêmement lourdes, pour ne pas laisser penser qu'on n'est pas responsable de ses propos. Jean-David Sio, avant de vous quitter, si vous aviez une devise, laquelle serait-elle? Ah, moi, c'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, je dirais laïcité, parce que je crois que la laïcité française, qui est le respect de tous les cultes, que chacun puisse exercer son culte en toute liberté, au fond, c'est cette devise rallongée de la laïcité que je choisirais, étant profondément républicain. Merci infiniment et à Merci très à vous. bientôt. Au revoir.